Imaginez l'horizon poussiéreux de la frontière américaine. Une diligence délabrée se dirigeant vers le danger. Un homme armé solitaire pris entre le devoir et la perdition. Des villes de bétail agitées par la cupidité et la violence. Les westerns n'étaient jamais de simples films. Ils étaient le folklore national projeté sur celluloïd de 35 mm. Un mélange de vérité, de mythes et d'émotions brutes qui a façonné la manière dont le monde imaginait les États-Unis. Chaque film de notre liste dramatise des événements majeurs, des hors-la-loi emblématiques ou des conflits qui définissent une époque tout en nous offrant des personnages dont les succès et les échecs résonnent bien au-delà de l'écran. Ansel. Le chemin vers la légende commence ici. La chevauchée fantastique. 1939. La chevauchée fantastique de John Ford entre dans Monument Valley comme un microcosme itinérant de l'Amérique, regroupant des joueurs, des soldats, des dames et une femme déchue dans une diligence bondée se dirigeant vers Lordsburg. Sorti juste au moment où la Grande Dépression se levait et où la guerre mondiale menaçait, le film s'inspirait des véritables routes postales des années 1880 et des soulèvements apaches pour ancrer son drame dans une tension historique. Les plans à grande profondeur de champs de Ford n'étaient pas seulement pittoresques. Ils documentaient l'immensité impitoyable à laquelle les pionniers faisaient réellement face, ancrant les spectateurs dans un passé tangible. Au cœur de l'histoire se trouve Ringo Kid, John Wayne, dans son rôle qui l'a rendu célèbre. Un prisonnier évadé, déterminé à venger sa famille assassinée. Le succès de Ringo est double. Au moment du climax, il abat littéralement les frères Plummer et, symboliquement, il obtient une seconde chance dans la vie lorsque le marshal compatissant le laisse accidentellement franchir la frontière. Le voyage de Ringo illustre l'idéal américain selon lequel une persévérance tenace et un soupçon de décence peuvent réécrire le destin. Les spectateurs ont adopté cet optimisme. Stagecoach a rapporté plus d'1 million de dollars dans le monde en 1939, ce qui est énorme pour un western de série B, et a lancé l'ère du prestige cowboy. Son montage et sa musique primée aux Oscars ont établi des rythmes narratifs encore copiés dans les films d'action modernes. Plus qu'un simple voyage à travers le territoire indien, Stagecoach rappelait que des Américains disparates ne pouvaient survivre aux routes les plus difficiles du pays qu'en comptant les uns sur les autres. Un thème aussi urgent en 1939 qu'il l'était en 1880. Midi, 1952. High Noon de Fred Zinnemann se déroule en quasi-temps réel, rythmé par le tic-tac d'une montre de poche et le rythme régulier de la ballade de Tex Ritter, Do Not Forsake Me, Oh My Darling. Bien que son intrigue fasse écho au retour réel du hors-la-loi Frank Miller après une grâce du gouverneur, son histoire plus profonde provient de l'Amérique des années 1950. Le scénariste Carl Foreman, plus tard mis sur liste noire, a versé sa propre peur du macartisme dans la lutte solitaire de Marshal Will Kane contre le silence de la foule. Kane, joué par Gary Cooper, abandonne sa lune de miel, accroche son étoile d'argent une dernière fois et s'interroge sur la prééminence du devoir civique par rapport à la sécurité personnelle. Le succès ultime de Kane est paradoxal. Il abat Frank Miller et son gang, mais jette son badge avec dégoût lorsque les habitants sortent de leur cachette seulement après la fin des tirs. Le geste expose la pourriture morale sous la société polie, une victoire plus éthique que festive. Le train sifflera 3 fois à défier les attentes des studios. Bien qu'il ait été condamné par certains politiciens comme anti-américain, il a rapporté 12 millions de dollars à l'échelle mondiale, 20 fois son budget, et a remporté 4 Oscars, dont celui du meilleur acteur pour Cooper, dont la démarche fatiguée incarnait la désillusion d'après-guerre. Des présidents d'Eisenhower à Clinton l'ont cité comme leur film préféré sur le leadership. Dans les salles de classe et les écoles militaires, la marche solitaire de Kane dans la rue reste une étude de cas en résolution de principe. Une leçon historique selon laquelle c'est le courage, et non le consensus, qui ancre la justice. Shane, 1953. Basé vaguement sur la guerre du comté de Johnson entre éleveurs de bétail et colons dans le Wyoming des années 1890, Shane de George Stevens s'ouvre sur des vallées d'émeraude marquées par des coups de feu. Le vagabond à la voix douce, joué par Alan Ladd, arrive d'abord en tant qu'étranger, mais l'histoire le pousse bientôt à entrer en action. Les véritables conflits fonciers, lors de l'expansion vers l'ouest de l'Amérique, ont donné à Shane un poids factuel. Ces colons, avec leur clôture en rondins, reflètent les familles réelles qui ont combattu les entreprises pour un morceau de terre. Shane apprend au jeune Joey Starrett à manier une arme de manière responsable, puis il sangle son propre Colt à poignée en nacre pour un dernier affrontement dans le saloon du rancher impitoyable Riker. Le duel est rapide, brutal et saisissant, alors que les clients silencieux du bar entrevoient la lente disparition du romantisme de la frontière. Bien que mortellement blessé, le succès de Shane se déploie sur 2 fronts.
Il sauve les fermiers de la vallée de l'expulsion et, en chevauchant dans un crépuscule mythique, préserve la vision idéalisée de l'héroïsme de Joey. Le directeur de la photographie, Loyal Griggs, a capturé chaque éclair de poudre dans un Technicolor éblouissant, faisant de Shane un document sensoriel de l'armement de la frontière et des paysages bruts. Le film a rapporté 20 millions de dollars dans le monde entier, influençant tout, de Star Wars à Logan, avec son modèle de sauveur solitaire. Plus important encore, Shane a forcé l'Amérique des années 1950 à affronter le vrai coup derrière chaque carte postale de ranch verdoyant, le sang dans la poussière, et un héros qui doit disparaître pour que les familles puissent prospérer. Les chercheurs, 1956. John Ford est retourné à Monument Valley pour les chercheurs, mais le ton était plus sombre, reflétant les véritables hostilités post-guerre civile entre colons blancs et tribus comanches. Inspiré en partie par l'enlèvement de Cynthia Ann Parker en 1836, le film suit le vétéran confédéré Ethan Edwards, alors qu'il parcourt le Texas à la recherche de sa nièce enlevée, Debbie. Contrairement au récit de sauvetage typique, The Searchers confronte la haine raciale de front. L'obsession d'Ethan frôle le génocide, capturant le cycle féroce de vengeance de l'époque. La performance de Wayne est d'une complexité retentissante, un anti-héros dont le succès est ambigu. Oui, Ethan ramène Debbie à la maison après 5 ans, mais il reste spirituellement exilé, encadré seul dans la dernière porte, tandis que la famille fête à l'intérieur. Son incapacité à réintégrer la civilisation souligne comment la violence peut éloigner même ses vainqueurs. Cette fin douce amère, tirée de véritables journaux de frontières, reflétait la propre lutte de l'Amérique pour domestiquer son passé violent. Initialement controversée, La prisonnière du désert est devenue légendaire. Ses vues panoramiques en VistaVision ont influencé les westerns spaghetti et des réalisateurs de Scorsese à Spielberg. L'American Film Institute couronne maintenant Ethan Edwards comme le 6e plus grand héros de cinéma, mais avec un sombre astérisque, rappelant aux spectateurs que les sauveurs de l'histoire peuvent être ses pécheurs. En confrontant cette dualité, The Searchers a orienté l'objectif du western vers l'intérieur, obligeant le public à réfléchir aux cicatrices laissées par l'expansion nationale sur la terre et l'âme. Butch Cassidy et le Kid, 1969. Le western d'amitié de George Roy Hill fait revivre la légende du véritable gang Hole in the Wall des années 1890, tout en scintillant de l'irrévérence de la fin des années 60. Le Butch de Paul Newman est un stratège au discours fluide. Le Sundance de Robert Redford est un idéaliste au tir précis. Leur succès réside dans l'audace, réalisant des attaques de train si audacieuses que les entreprises américaines lancent la première chasse à l'homme privé de l'Ouest. Chaque scène de poursuite est ancrée dans des chasses documentées, y compris une fuite de 800 miles vers la Bolivie, que les journaux ont couverte avec enthousiasme. Alors que la frontière se modernise, les télégrammes, les automobiles, les banques mondialisées, le mystique de Robin des Bois du duo entre en collision avec la froide économie. Ils disparaissent dans une flambée bolivienne, figés en plein élan, jamais montrés tombants. Cette fin les immortalise en tant que héros populaires, suspendus entre folklore et réalité, réussissant à transformer le vol de banque en art de la performance, pourtant condamnés par la marche implacable de l'histoire. Leur camaraderie, plus que leur butin, est le vrai trésor du film. Les spectateurs ne pouvaient pas résister. Butch Cassidy est devenu le plus grand succès du box-office de 1969, récoltant 102 millions de dollars dans le monde entier. Et la chanson de Burt Bacharach, Raindrops Keep Falling on My Head, lauréate d'un Oscar, a dominé les classements. Les critiques ont salué ses flashbacks en sépia et ses dialogues pleins d'esprit comme révolutionnaires, insufflant une nouvelle vie à un genre que beaucoup pensaient moribond. À une époque marquée par le Vietnam et les bouleversements sociaux, les spectateurs ont vu en Butch et Sundance à la fois le frisson de la rébellion et l'inévitabilité du changement. Un rappel que chaque âge d'or se termine, mais que les légendes perdurent sur pellicule. The Outlaw, Josey Wales, 1976. Clint Eastwood réalise et joue dans cette odyssée rude après la guerre de sécession, adapté du roman de Forrest Carter, Gone to Texas, lui-même basé sur des récits épars du bushwhacker du Missouri, Bill Wilson. Le film s'ouvre sur des ruines fumantes. Les irréguliers de l'Union ont massacré la famille de Josey, poussant l'ancien fermier paisible à rejoindre une bande de guérilla que les historiens associent à de vrais raiders, comme Bloody Bill Anderson. La cinématographie poussiéreuse d'Eastwood s'attarde sur des champs de maïs brûlés et des foyers brisés, ancrant le récit de vengeance dans la brutalité documentée de la guerre frontalière. Pourtant, l'arc de Josey n'est pas un bain de sang interminable. Alors qu'il se dirige vers le sud-ouest, il rassemble silencieusement les laissés-pour-compte de la société. Un ancien Cherokee, une femme Navajo,
une veuve de fermier du Kansas, avec sa fille. Un par un, ils choisissent José comme protecteur, et le tireur découvre un nouveau rôle. Défenseur de domaine au lieu de destructeur. Son succès culmine dans un ranch isolé dans la région du Texas Hill Country, où il défait le raid des Redlegs, puis feint sa propre mort pour échapper à l'armée. La victoire ici se mesure moins au corps tombé qu'aux vies reconstruites. José ramène une famille à l'existence, transformant la vengeance en bienveillance. Les spectateurs ont applaudi cette transformation. José Wales a doublé son budget de 3 700 000 $ rien qu'avec les locations aux États-Unis, est devenu le premier film d'Eastwood ajouté au registre national du film et a inspiré les chercheurs à le citer comme l'une des représentations les plus nuancées du traumatisme de la reconstruction au cinéma. Son image persistante d'un tireur fatigué rangeant son Colt pour aider à réparer une grange rappelle aux spectateurs que le véritable triomphe de l'Ouest ne résidait pas dans le fait de tuer, mais dans le choix, enfin, de vivre. Danse avec les loups, 1990. La fresque épique de Kevin Costner ressuscite les journaux presque oubliés du lieutenant John Dunbar, librement inspiré par des mémoires de la frontière et les Lakota Winter Counts, qui ont chroniqué la vie des Sioux à partir de 1800. En avant. Tournée sur les véritables plaines du Dakota du Sud, l'histoire retrace le transfert de Dunbar en 1863 vers un poste isolé, où des troupeaux de bisons tonnent comme l'histoire vivante et des tipis ponctuent un ciel aussi vaste que la prophétie. Le véritable succès de Dunbar se déroule dans le langage, pas dans les coups de feu. En échangeant des noms, des histoires et des plaisanteries avec Kicking Bird et Wind in His Hair, il acquiert le Lakota courant, la représentation cinématographique la plus minutieuse de la langue à cette époque, et gagne le nouveau nom de Shuen Kawakonwachi. Il négocie la paix entre une patrouille pony violente et le village Sioux, obtient des fusils essentiels pour une chasse au buffle et risque sa vie pour sauver des membres de la tribu, piégés par des soldats américains. Finalement, il abandonne l'uniforme bleu de l'armée pour suivre la tribu dans un exil enneigé, privilégiant la loyauté culturelle à l'uniforme national. Les recettes du box-office ont marqué ce saut de foi d'or. Le film a rapporté 424 millions de dollars dans le monde entier, a remporté 7 Oscars et déclenché une mini-renaissance de la narration autochtone. Les aînés Lakota l'ont ensuite qualifié de jalon pour sa représentation respectueuse, tandis que les historiens ont loué ses séquences précises de dépeçage de buffles et sa représentation des marchandises commerciales du 19e siècle. Le voyage de Dunbar, passant de soldat avec bouchon d'oreille à allié à pleine voix, a recadré l'héroïsme occidental comme l'art d'écouter, preuve que parfois, la victoire la plus décisive est de renoncer au combat. Tombstone, 1993. Chaque détail dans le classique culte de George P. Cosmatos crépite avec une précision à noter. Le long manteau noir de Wyatt Earp, reconstruit à partir de photographies de l'époque, le Colt incrusté d'argent tenu par son allié tuberculeux Doc Holliday. Même les indices musicaux rappellent les orchestres de saloon des années 1880. Le scénario condense les archives de journaux et les transcriptions de tribunal sur la fusillade de 1881 à l'Hockey Corral, toujours les 30 secondes les plus étudiées de l'histoire de l'Ouest sauvage, en un ballet de balles qui semble à la fois mythique et journalistique. Earp vise une retraite paisible dans la ville florissante de Tombstone, mais l'anarchie le ramène à reprendre l'insigne. Son succès est brutalement public. Aux côtés de ses frères Virgil, Morgan et de Holiday, en phase terminale, il désarme les cow-boys au corral, puis entreprend une chasse à l'homme à travers l'Arizona, qui tue Curly Bill et Johnny Ringo. Pourtant, le film souligne le coup personnel. Earp perd un frère, Holiday tousse du sang sur les jetons de poker, et le premier mariage de Wyatt se brise sous le poids de la violence. Le triomphe ici est une couronne Pyrrhic, trempée de rouge. Les spectateurs dévorent le mélange opératique d'authenticité et de fanfaronnade. Tombstone a rapporté 73 millions de dollars dans le monde entier, a lancé une phrase d'accroche et a relancé le tourisme dans la ville réelle. Les historiens ont loué sa représentation fidèle de la célébrité des dime novels, se transformant en marchandise. Les touristes ont pris des selfies à côté du véritable saloon d'Earp parce que le film leur a rappelé qu'il était réel. En montrant que les légendes saignent, Tombstone a prouvé que l'histoire est la plus captivante quand elle refuse de reculer. L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, 2007. La saga élégiaque d'Andrew Dominic adapte le roman méticuleusement documenté de Ron Hansen, lui-même un patchwork de fichiers, Pinkerton, de tracts de journaux et de lettres de la famille Ford. Filmé dans la lumière saturée de l'automne, le film saisit le Missouri de 1881, après que la guerre civile ait laissé les communautés déchirées et que la célébrité soit devenue récemment de grandes séries via les journaux reliés par chemin de fer. Brad Pitt incarne Jesse James
non pas comme le mythe du hors-la-loi étincelant, mais comme un paranoïaque. Homme hanté par les gros titres qu'il a autrefois courtisés. Les succès de Jesse, dévaliser un train au Nebraska, voler de l'argent d'une banque du Kansas, sont racontés comme des histoires de fantômes, glissant déjà du fait au folklore. Robert Ford, d'abord ébloui, gagne suffisamment la confiance de Jesse pour rejoindre son foyer. Le tir fatal de Ford le 3 avril 1882 tue la légende, mais en crée une nouvelle, celle de Lâche, qui le poursuivra toute sa vie. Le bref succès de Ford, après avoir réclamé une récompense de 10 000 $ et tourné avec une reconstitution du meurtre, s'évapore lorsque le public se retourne contre lui, révélant la nature capricieuse de la culture des célébrités. Bien que lent au box-office, le film est devenu un joyau critique. Les historiens ont applaudi ces dialogues précis pour l'époque, tirés d'articles de journaux, et la narration hypnotique imitant la prose du XIXe siècle. Cela rappelle aux spectateurs que l'histoire peut être un projecteur si éblouissant qu'il brûle, transformant héros et traîtres en cendres, tandis que le public recherche le prochain spectacle. The Revenant, 2015. L'épopée de survie d'Alejandro J. Iñárritu ressuscite l'épreuve presque mythique de 1823 du trappeur Hugh Glass, reconstituée à partir des registres du commerce de la fourrure et du folklore des trappeurs. Tourné dans un hiver glacial à travers l'Alberta et la Patagonie, avec uniquement la lumière naturelle, le film plonge les spectateurs dans l'Ouest brut préterritorial, où les intérêts concurrents des Français, des Américains et des Arikara se heurtent le long du fleuve Missouri. Le Glass de Leonardo DiCaprio est attaqué par un grizzly, une attaque reproduite à partir de journaux d'observation et laissée pour mort par son compatriote John Fitzgerald. Le succès de Glass est presque inhumain. Il cautérise des blessures avec de la poudre à canon, dort à l'intérieur d'un cheval éventré et parcourt des centaines de kilomètres jusqu'au fort Kiowa. Mais la vengeance se transforme en miséricorde. Quand il confronte enfin Fitzgerald, Glass laisse les Arikara rendre justice, honorant la demande de sa femme Pawnee, assassinée, d'abandonner la haine. Sa véritable victoire devient une endurance spirituelle, plutôt que le règlement par le sang. Les spectateurs ont ressenti chaque frisson. The Revenant a rapporté 533 millions de dollars dans le monde, a valu à DiCaprio son Oscar insaisissable et a stimulé le tourisme vers les parcs canadiens présents à l'écran. Les historiens ont reconnu des embellissements, mais ont loué sa représentation authentique des outils de trappeurs, du langage des signes de la frontière et de la politique multinationale du commerce des fourrures. En mettant en lumière un Ouest à peine touché par les colons, le film élargit l'histoire de l'Ouest en remontant dans la nature sauvage, prouvant qu'avant les revolvers à 6 coups et les pistes de bétail, la volonté pure forgeait des légendes dans la glace. Le bon, la brute et le truand, 1966. Le grand final tentaculaire de Sergio Leone à la trilogie des dollars peut mettre en vedette 3 hors-la-loi avides de trésors, mais son fondement est l'histoire américaine pure. Leone a engagé des conseillers militaires espagnols pour reconstituer la véritable bataille de Piédmont, une victoire de l'Union en 1864 qui a ouvert la vallée de Shenandoah, envoyant des centaines de soldats conscrits en uniforme bleu et gris chargés à travers des ponts câblés avec de la dynamite. Les équipes de canons ont répété pendant des semaines pour tirer des Napoléons en bronze conformes à l'époque, et les historiens de la guerre de sécession s'émerveillent encore de la précision avec laquelle cet engagement chaotique sur la rivière reflète les journaux des témoins. Sur cette toile brutale, Blondie, Tuco et Angel Eyes tissent leur quête d'or. Leur succès sur le champ de bataille est opportuniste, mais indéniable. Ils font sauter le pont contesté pour disperser les deux armées, se glissent dans un hôpital de campagne sous des noms d'emprunt et déchiffrent le code du cimetière qui mène à 200 000 $ en or confédéré. Le dénouement au cimetière de Sad Hill, avec les statues en cercle et la poussière fouettée par le vent, a une allure opératique. Mais le butin qu'ils cherchent à déterrer est enraciné dans la légende des envois de soldes perdus lors de la retraite de Lee. Les spectateurs du monde entier ont porté le film à 25 millions de dollars en 1966 et le thème hurlant d'Ennio Morricone est devenu un hymne de la culture pop. Plus surprenant est son après-vie académique. Les académies militaires projettent la séquence du pont pour illustrer le cauchemar logistique des traversées de rivières et les passionnés de la guerre de sécession créditent Leone d'avoir mis en lumière le théâtre occidental négligé de la guerre. En fusionnant des pistoleros mythiques avec une campagne recréée méticuleusement, Le Bon, la Brute et Le Truand a transformé un western spaghetti en l'un des documentaires de la guerre civile les plus vivants du cinéma, mais avec de meilleurs chapeaux. Il était une fois dans l'Ouest, 1968. Le prochain western épique de Leone plonge plus tôt dans l'histoire, 1868, lorsque le chemin de fer transcontinental dévorait les villes de front pionniers, mile après mile. Son équipe de production a transporté des locomotives à vapeur d'époque depuis des musées,
posé de nouvelles voies dans le désert de Tabernas en Espagne, et reproduit des voies de raccordement à petite échelle avec une telle précision que la société ferroviaire. Encore cité le film pour un authentique design de coupleur. L'historien Bev Klein l'a appelé « Le seul western où le cheval de fer semble aussi dangereux qu'une arme à feu ». Au cœur de l'histoire se trouve Harmonica, un vengeur sans nom protégeant la veuve Jill McBain du baron du Rail Morton et de son tueur à gages, Frank. Le succès du personnage repose sur l'exploitation de l'élan industriel. Jill transforme intelligemment la station isolée et abandonnée de son mari défunt en un arrêt d'eau, un point d'étranglement économique que le chemin de fer ne peut contourner, tandis qu'Harmonica orchestre la chute de Frank lors d'une vente aux enchères de terres désertiques où chaque enchère fait écho à la destinée manifeste. À la fin, un train siffle en passant devant une nouvelle tour d'eau, prouvant que la résilience de Jill a littéralement puisé dans l'avenir. Commercialement, le film a surpassé tous les westerns européens précédents, rapportant 61 millions de dollars dans le monde entier, et ses 6 minutes d'ouverture saisissante restent une leçon magistrale de tension. Plus durable est le message direct de Léon. Le progrès écrase les vies plus lentes. Les spécialistes du cinéma remarquent que la victoire de Jill est douce amère. Son ranch devient une gare de fret, et le cadavre de Frank s'étend à côté de rails inutilisés. Un avertissement que la cupidité peut dépasser la locomotive de l'histoire. En relatant comment les rails en acier ont redessiné la carte de l'Amérique, le film a capturé à la fois l'exaltation et le fatalisme du boom du 19e siècle. The Wild Bunch, 1969. La symphonie sanglante de Sam Peckinpah commence en 1913, bien après que la plupart des westerns disparaissent, à la veille de la Révolution du Mexique contre le dictateur Victoriano Huerta. Tournée le long du Rio Nazas à Durango, la production s'est associée à des historiens mexicains pour reconstruire les uniformes fédéraux, les compagnies de scouts Yaqui et l'artillerie Krupp importée d'Allemagne. Même la mitrailleuse Colt Browning d'époque présentée dans le film est le modèle exact passé en contrebande à Huerta par des agents allemands. Un détail tiré des archives de l'embargo sur les armes des États-Unis. Le hors-la-loi vieillissant Pike Bishop et sa bande tentent un dernier coup en vendant des fusils au général Mapache, mais assistent à l'incendie de villageois par le général pour s'amuser. Leur succès bascule lorsque la conscience l'emporte sur le profit. Ils prennent d'assaut la forteresse de Mapache, libèrent un camarade torturé et déchaînent des tonnes de munitions sur les troupes fédérales. Ils meurent jusqu'au dernier, mais leur position sacrificielle fait basculer l'équilibre des pouvoirs, permettant aux forces rebelles de s'emparer de l'arsenal de Mapache, un événement qui reflète comment les caches d'armes capturées en 1914 ont alimenté l'ascension de Pancho Villa. Les spectateurs ont réagi avec horreur et applaudissements. Le film a rapporté 45 millions de dollars dans le monde et a entraîné de nouvelles directives de la MPAA sur la violence à l'écran. L'utilisation révolutionnaire de Peckinpah du ralenti multicaméra apparaît maintenant dans les documentaires de guerre pour analyser la cinétique des fusillades. Les chercheurs mexicains apprécient la rare reconnaissance hollywoodienne que la frontière persistait au sud du Rio Grande à l'ère de la mitrailleuse. La horde sauvage ne se contente pas de clore une époque, elle la fait exploser, encadrant l'héroïsme comme un dernier choix sanglant entre cupidité et justice. L'Alamo, 1960. John Wayne a investi sa fortune personnelle et 5 ans de recherche pour recréer la mission San Antonio de Valero exactement comme elle se tenait en 1836. Il a commandé des murs en pierre calcaire de 14 pieds, 18 canons opérationnels coulés à partir de plans mexicains et des milliers de briques faites main cuite dans des fours d'époque, le tout érigé sur un ranch texan de 400 acres, désormais classé comme Alamo Village. Le conseiller militaire John Dufour a formé 1500 figurants aux tactiques d'infanterie napoléonienne pour que l'assaut final du film reflète l'attaque à l'aube du général Santa Anna le 6 mars. À l'intérieur de ces murs, les personnages mesurent le succès, non pas par la survie, mais par l'effet d'entraînement. Le commandement du colonel Travis gagne 13 jours cruciaux pour l'armée de Sam Houston pour se rassembler à San Jacinto. Les Tennesseans de Davy Crockett sabotent les canons pour priver Santa Anna d'artillerie de campagne. Et la résistance alitée de Jim Bowie retarde la brèche dans le mur nord, donnant au courrier le temps de s'échapper avec les derniers appels à renfort. Bien que tous les défenseurs tombent, leur mort galvanise les Texans sous le cri de ralliement. « Souvenez-vous de l'Alamo !» Un moment que le film met en scène parmi les drapeaux flottants et les flammes. Les critiques ont débattu des opinions politiques de Wayne, mais le public a afflué, portant les recettes au box-office à plus de 20 millions de dollars et obtenant 7 nominations aux Oscars. Les historiens saluent la précision des positions de mortier et la représentation de l'artillerie de 18 livres, tout en notant des embellissements comme la cascade finale de dynamite de Crockett. Plus important encore, le film a ancré The Alamo dans la mémoire mondiale. Le tourisme a la véritable mission à doubler dans les 2 ans suivant la sortie.
En rendant le sacrifice individuel à une telle échelle monumentale, The Alamo montre comment une garnison condamnée a remodelé le destin continental. 1948. L'épique retentissant de Howard Hawks commence en 1851 à la frontière mexicaine et monte vers le nord, à travers la poussière rouge sang de 1867, dramatisant la première légendaire transhumance de bétail du Texas au Kansas. Le scénariste Borden Chase a consulté le rancher Charles Goodnight, dont le véritable sentier Goodnight Loving a inspiré la route jusqu'aux plaines salées, marquées par la panique près de la traversée de la rivière Rouge. Hawks a transporté 9000 longhorns vivants jusqu'au plateau de Coconino en Arizona, engageant 100 cowboys pour attraper, marquer et intégrer le troupeau exactement comme le décrivaient les journaux. Thomas Dunson, interprété par John Wayne, mise tout sur le déplacement de son bétail vers les nouvelles gares ferroviaires à Abilene, tandis que son fils adoptif, Matt Garth, prône un chemin plus court vers le Missouri. Le succès, cependant, se mesure à 2 fois. Dunson conduit le plus grand troupeau jamais mené, 10 000 têtes valant une fortune, mais il perd la confiance en ordonnant tyranniquement de pendre les déserteurs. La mutinerie de Matt achève le trajet, vendant le troupeau pour $20 par tête et forçant Dunson à affronter le nouveau code de la frontière. La collaboration plutôt que le commandement brutal. Leur réconciliation après la bagarre scelle les 2 victoires. La richesse pour Dunson, la légitimité pour Matt, et donne naissance au cow-boy moderne. Partenariat. La Rivière Rouge a déferlé sur les box-office de 1948, rapportant 8 millions de dollars et inspirant des dizaines de films de convoyage de bétail et de séries télévisées comme Rawhide. Les historiens apprécient sa représentation de la logistique des chariots de cuisine, des traversées de rivières et des déclencheurs de stampèdes nocturnes. Des détails que les musées de ranch citent encore dans leurs expositions. Surtout, le film cristallise le moment où le bœuf du Texas a rencontré le rail du Nord, déclenchant un boom qui a nourri la moitié d'un continent. En capturant ce premier long sentier dans la sueur, la poussière et le courage moral, la Rivière Rouge revendique le titre de western le plus historique du cinéma, où chaque battement de sabot résonne avec la naissance d'une industrie et le façonnement du Far West américain. Et voilà, 15 poids lourds du western qui n'ont pas seulement dramatisé l'histoire, ils inscrivent dans la culture pop des événements réels, des personnes authentiques et des bouleversements sociaux majeurs. Si vous avez senti la poussière sur votre visage et l'écho du canon dans votre poitrine, aimez, abonnez-vous et dites-nous dans quel western historique vous voudriez plonger ensuite. D'ici là, gardez votre poudre sèche et maintenez la légende vivante.